Bienvenue dans la seconde partie de l'interview de Bastien Mereco, alias Bastiwi. Si vous avez raté l'épisode précédent, n'hésitez pas à aller l'écouter immédiatement afin de vous renseigner sur le métier de Bastien, mais également sur son parcours dans le monde du design. Dans cette seconde partie, Bastien vous parle de certains de ses projets, mais également de sa chaîne YouTube. Enfin, il vous transmettra quelques conseils afin de devenir un meilleur designer. Bienvenue dans l'épisode 23 du podcast Parlons Design. Et quand je suis rentré à Lille, j'ai cherché du taf. Et c'est là où du coup je suis arrivé à Capgemini. Et du coup, après en 2014, tu as travaillé du coup sur l'application Leroy Merlin. Tu nous en avais un peu parlé au début. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle dans ce projet? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, pour te faire la petite transition, quand je suis arrivé à Capgemini, pareil, Capgemini, c'est une grosse boîte d'informatique, tu vois. Et ils avaient un pôle mobile, donc ils gagnaient pas mal de projets mobiles, mais ils n'avaient pas de designer à l'époque. Donc, faut imaginer. Et ils ont dit, bon, on aimerait bien recruter un gars, mais on n'est pas trop sûr de nous. Donc, si tu viens, c'est cool, mais si tu sais faire du dev, c'est bien aussi, parce que si jamais tu n'as plus de projet design, on sait que nous, on va te donner du travail quand même et tu coûteras pas cher à l'entreprise. C'est voilà, pour le taux d'activité, c'est hyper important. Donc en gros, c'est pour ça que j'ai eu la chance donc, d'être accepté à Capgemini. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je suis resté 6 ans. Et durant ces 6 ans, bah, au final, j'ai été alimenté, même plus qu'alimenté en sujet design. Et au final, bah, on a recruté. Et puis à la fin, quand je suis parti, il devait y avoir une petite équipe, je sais plus précisément, d'une dizaine de personnes qui faisaient du coup du design sous le nom de Creative Studio, donc, qui a été inventé aussi pour l'occasion à Capgemini. Donc c'était une super belle aventure. Et du coup, comme tu me demandais, dans cette aventure, on a bossé pour Leroy Merlin. Donc Leroy Merlin, en fait, il y a eu un appel d'offres classique et puis qu'on a emporté pour faire du coup le design de l'application mobile. Euh, Ce projet, il était vraiment très très sympa. Comment dire, c'était un projet du coup e-commerce, dans le sens où c'était une application avec une descente produit, où il fallait améliorer l'expérience de l'utilisateur. Mais si je devais retenir quelque chose, c'est qu'en fait, Leroy Merlin a une problématique légèrement différente des autres grands acteurs du e-commerce. C'est qu'en fait, leurs utilisateurs, ils vont pas forcément acheter sur l'appli ou sur le site web, ils vont beaucoup se déplacer en magasin en fait. Donc en gros, ça modifie un peu l'interface dans le sens où, au lieu d'avoir un énorme bouton j'achète ou j'ajoute au panier, on avait un bouton disponibilité dans mon magasin ou réservé en rayon, tu vois. Et du coup, on avait beaucoup d'expérience à travailler comme ça, un peu différent. Donc c'était vraiment cool. Oui, qui n'était pas dans les habitudes. Ouais, c'était un peu différent niveau taf, c'était vraiment très agréable. J'ai dû bosser une grosse année avec Leroy Merlin, c'était vraiment très très cool. Bon, ce client, j'ai un super souvenir. Ils étaient très ouverts, très modernes sur les choses à appliquer, que ce soit en design ou même techniquement pour les animations, etc. etc. Donc, c'était vraiment une super belle aventure que là, du coup, j'ai quitté, mais que Capgemini continue toujours avec une équipe qui bosse dessus actuellement. Hmm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois cette appli ou quand tu vois Leroy Merlin de te dire ouais, j'ai travaillé sur une appli qui finalement a un grand nombre d'utilisateurs et qui fait partie des gros trucs quoi un peu. Ce que ça me fait, je vais dire, bah, ça me satisfait dans le sens où on en parlait au début du podcast. C'est-à-dire que c'est ce que j'aime bien dans le métier, tu vois, c'est se dire, voilà, j'ai travaillé convenablement. Enfin, je dis je, l'équipe, hein, parce que aussi bien euh, le client que d'autres profils dans ma société travaillaient avec moi. J'étais pas vraiment tout seul dans mon coin à faire l'appli, mais ça fait plaisir de savoir qu'on a amélioré du coup cette expérience et que les gens l'utilisent et puis que aussi il faut toujours mettre à jour pour s'adapter à tous les besoins des clients. Donc ouais, c'est ce petit sentiment agréable qui en fait est juste le fait que ça donne envie de se lever le matin pour aller bosser en fait, tout simplement. Est-ce que tu le ressens à chaque appli, chaque interface où où il y a vraiment une différence entre les petits projets, les gros projets Non, vraiment, en fait, je le ressens pas très ponctuellement, en fait, c'est plus global parce que il y a jamais de grosses releases ou de gros sujets, c'est toujours un sujet de fond très long, donc il n'y a pas la sortie de l'appli et là, ça y est, j'ai plein de sentiments qui arrivent en moi, c'est vraiment au jour le jour que ça me le fait parce que rien que si mon client est heureux de ce qu'on a fait, ça me fait cette sensation. Si on regarde un peu les commentaires sur un Apple Store et qu'il y a des bonnes notes,
ça me fait cette sensation. Voilà, c'est jamais une énorme sensation, j'ouvre le champagne, c'est toujours des petites sensations qui permettent d'être heureux au quotidien, tu vois. C'est pas non plus le gros shoot d'adrénaline non plus, tu vois, mais voilà, c'est agréable. Ouais, mais c'est ce qui fait. T'es content de faire ce métier finalement. Ouais, ouais, carrément, tout à fait. Alors, on va parler d'un autre projet que j'ai vu sur ton portfolio qui est à plus petite échelle, le projet 3D Modeler. Mhm. Ça m'a vachement épaté. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est et puis nous parler un peu de ce projet? Qu'est-ce que tu as réalisé sur celui-ci? Yes, alors le projet 3D Modeler, donc je vais faire un peu de pub du coup. Donc c'est un projet qui est une idée originale de Vincent Lepleu et de Nathan Maréco, donc c'est deux employés de Capgemini. Donc comme tu peux t'en douter, Nathan Maréco, c'est mon frère, tout à fait. C'est pas mon père, c'est pas mon fils, c'est mon frère. Et en gros, Vincent et Nathan du coup bossent à Cap et ils ont l'idée du coup de faire ce configurateur de cuisine en fait. Parce que, comme on peut le voir actuellement, je sais pas si tu vas chez Ikea par exemple, les configurateurs de cuisine qui sont en dispo, ils sont vraiment horribles quoi. C'est des interfaces avec les bonnes barres grises de Windows XP bien, bien horribles, tu vois. Et ils se sont dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire avec un configurateur beaucoup plus user-friendly, tu vois. Et donc là, ils se sont dit, on va bosser sur une techno, tout simplement, où on va poser une petite brique sur une dalle. Et on aimerait bien qu'une fois la brique posée, ça s'affiche à l'écran et ça s'affiche dans un modèle 3D et dans notre cuisine en fait. Et en gros, ils ont bossé sur ça je dirais même plusieurs années, plusieurs mois. Ils ont fait des des trucs dans des boîtes de chaussures, ensuite dans des caisses en bois. Ensuite, ils ont bossé sur un meuble un peu plus grand. Enfin, vraiment, ils ont vraiment beaucoup taffé. Et moi, je suis vraiment intervenu au moment où il a fallu faire un peu de branding sur l'innovation, donc où j'ai réalisé une vidéo pour présenter le concept. Donc ça, c'était la première fois où je suis intervenu. Et une deuxième fois, je suis intervenu quand ils ont réussi à vendre le projet à Boulanger. Donc Boulanger a acheté ce configurateur. Il est actuellement dans un magasin pilote à Paris. Je sais plus exactement, je crois que c'est à Beaugrenelle, si je dis pas de bêtises. Et en gros, maintenant, le meuble est industrialisé. Il est construit dans une usine dédiée où ils viennent l'installer, où la solution est mise en place. Et sur cette appli, du coup, j'ai créé l'interface, on va dire, de la tablette qui permet de customiser, d'exporter son modèle 3D, ses couleurs, etc. Et j'ai aussi bossé sur une vidéo plus teasing où en fait on explique un petit tutoriel comment on utilise le dispositif. Ce projet il est toujours en cours et ils sont en train de le vendre à plein d'autres clients en ce moment. Voilà, c'est pour ça que je dis que je leur fais un peu de pub. Mais en tout cas, sur mon site web, du coup basti.fr /3D-modeler, j'ai fait un article qui explique un peu tout le parcours du projet. Donc vraiment, moi je suis intervenu vraiment sur une petite partie par rapport à tout le taf qu'il y a eu dans l'histoire du projet. Ouais, d'accord, oui, mais de toute façon, je mettrai le lien dans dans la description du podcast parce que c'est vrai que c'est assez épatant comme concept. Et quand j'ai vu ça, ça m'a étonné parce qu'effectivement, chez Ikea principalement, mais c'est un enfer d'utiliser leurs interfaces pour tester. Et ça, c'était une excellente idée. Et est-ce que tu sais par contre si, par exemple, donc tu disais Boulanger qui du coup a acheté le projet, est-ce que tu sais s'il compte le développer dans plusieurs magasins ou ça compte rester en test pendant Je pourrais pas te répondre à ça, mais ce que je sais, c'est que justement, ces magasins pilotes, ils embarquent beaucoup d'innovations et de nouvelles expériences. Après, j'imagine que de la part de Boulanger, c'est à la fois pour montrer qu'ils sont à la pointe et qu'ils font des tests et ils ont des nouvelles idées, etc. Mais aussi pour tester. Donc je sais pas si un jour ils espèrent le mettre partout ou si c'est le genre de truc qui resterait dans un showroom juste pour le côté marketing et puis un peu buzz sur les articles, etc. Tu vois, je sais pas trop. Ouais. Ça, je pourrais pas te Bon, répondre. pas de souci. C'était au cas où. On peut parler maintenant de ta chaîne YouTube, qui pourrait plaire à tous les auditeurs de ce podcast, étant donné que tu parles de design. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer sur YouTube? Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Je pense que ça me trottait dans la tête depuis plusieurs années, mais que je m'étais jamais vraiment lancé, tu vois. Mhm. Je pense que ça vient de deux choses. La première, c'est que j'ai une culture YouTube depuis plusieurs années, je pense comme toi ou comme pas mal de gens de notre âge en ce moment. J'adore ça, Ouais, certainement. j'adore le concept du montage à la YouTube.
je regarde pas mal de vidéos YouTube par jour, donc ça m'imprègne beaucoup. Et souvent, quand je regardais, je disais, ouais, ce serait marrant, genre, de faire un peu ça, mais dans mon travail. Par exemple, je regardais Joueur du Grenier qui s'énervait sur un jeu pourri. Et je disais à mes potes, imagine un designer, il prend des applis et il rage dessus, tu vois. Ce serait trop marrant. Et puis on disait, ouais, ce serait trop marrant, mais on le faisait pas parce que c'était une petite blague entre nous, tu vois. Et puis j'ai jamais vraiment eu le temps de me lancer dans un tel projet, tu vois. Donc ça, c'était, tu vois, quand je regarde des vidéos, des fois je me dis, ah, ce serait marrant par rapport à moi ou par rapport au travail que je fais, ça pourrait s'appliquer, tu vois. Donc ça, c'est le truc qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années. Et la deuxième chose qui m'a permis du coup de me lancer, c'est qu'en fait, ces derniers temps, j'ai commencé à rechercher des communautés françaises, ou francophones bien sûr, sur l'UX et l'UI, tu vois. Donc, j'en ai pas vraiment trouvé, à part Twitter, où j'arrive bien à dialoguer avec des gens sur des sujets, ou à répondre à des gens sur des sujets. Ou sinon, c'est vraiment des trucs très anglophones, c'est-à-dire des chaînes YouTube très anglophones. Mais sinon, je trouve pas de forum, de Slack, de Discord, de trucs où il y a vraiment tous les UX de France qui disent vous avez vu les gars, enfin tu vois, je trouve pas vraiment de communauté. Pareil, je trouve pas de vidéos françaises qualitatives par rapport à ce qu'on peut trouver en anglophone sur YouTube. Tu googles un truc, sketch blablabla, tu l'as en anglais direct, tu vois. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être une place à prendre, et ça m'a aidé à me lancer, tu vois. Dans ma tête, j'ai fait, faut peut-être tenter, tu vois, il y a peut-être un truc à faire. Ne serait-ce que quand tu vas googler tutoriel sketch en français, peut-être qu'il y a des trucs à faire, tu vois. Et oui, on va rapidement tomber sur ta chaîne, quoi. Voilà, et on va surtout, rapidement, je vais avoir des choses à dire pertinentes puisque il y a personne d'autre actuellement qui se positionne. Donc, je me dis, en fait, ce que je pense et ce que je fais, c'est assez qualitatif pour être partagé. Tu vois, c'est ça aussi, ça m'a fait un petit déclic. Parce que dans mon cercle privé ou avec mes clients, je me dis, bah en fait, ça y est, je suis assez mûr pour parler de sujets que j'ai expérimentés pendant presque 8 ans, donc pourquoi pas partager, tu vois. Et ce qui m'a vraiment, du coup, permis de me lancer, c'est que j'ai changé de boîte, du coup, il y a 6 mois, 7 mois maintenant. Je suis parti de Capgemini, je suis arrivé chez Atecna. Et Jean-Christophe Lepoutre, le directeur d'Atecna, du coup, m'a laissé un peu de temps libre pour débuter ce projet. Je lui en avais parlé, je lui ai dit, écoute, ça pourrait être sympa de partager notre savoir-faire par le biais de la vidéo. Pourquoi ? Parce que de un, on pourrait former les collaborateurs. Parce que les collaborateurs, ils sont beaucoup en régie ou éparpillés, donc c'est aussi un problème. Donc une vidéo, ça peut permettre de partager des savoir-faire facilement. Et je me suis dit, ça pourrait être aussi une façon de partager publiquement mon travail ou le travail d'autres, mais j'ai commencé par moi, et de créer en fait une communauté et créer du lien. Et en fait, il m'a fait confiance sur ça, et c'est grâce à ce temps libre que j'ai pu commencer à faire les premières vidéos. Aujourd'hui, je le fais à moitié sur mon temps perso et sur mon temps de taf, mais au début, c'est vraiment lui qui m'a alloué ce temps-là. Donc vraiment, du coup, merci à lui, et je pense qu'il n'a pas eu tort parce que effectivement, aujourd'hui, ce genre de vidéo, elle me permet, moi, et du coup à la boîte, d'avoir des contacts. Pour donner un exemple récent, il y a des personnes qui tombent sur mes vidéos et qui disent, écoute, est-ce que tu peux nous faire une formation sous Sketch ? Et puis voilà, du coup, par le biais de mon agence, je vais chez les clients faire des petites formations sous Sketch, tu vois. Donc ça rapporte du passage. Ouais, c'est même pas à fond perdu. Il y a vraiment derrière un retour utile, on va dire. C'est ça. Et du coup, il a vraiment été très intelligent d'imaginer ce que ça pouvait être, d'imaginer ce qui pourrait avoir de positif pour son agence et pour moi. Et du coup, c'était vraiment un deal gagnant-gagnant. Et je regrette pas du tout. C'est vraiment très cool. Pour revenir à ce que tu as dit au début de la question, c'est vrai qu'en anglophone, on trouve pas mal de contenu sur le design. Et en français, c'est vraiment très réduit. Donc je pense, c'est pour ça, moi, que ça m'a motivé à me lancer, malgré que j'ai peu d'expérience. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens comme toi, qui soient des designers un peu plus expérimentés, qui partagent justement leurs connaissances pour créer une vraie communauté française. Ouais, et après, expérience ou pas, moi je pense qu'il faut se lancer, hein, parce que tout point de vue est bon à entendre, et c'est ce qui lance l'émulsion, en fait, comme tu dis, sur la communauté. Après, moi je dis sûrement plein de bêtises, mais au moins
ça lance le débat et ça peut être qu'enrichissant aussi bien pour la personne qui a fait la vidéo ou le podcast que pour les personnes qui l'écoutent. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, ça permet une réflexion. Et pour rebondir du coup sur le contenu anglophone, il y a aussi un petit travers de notre génération, c'est que dans notre métier, sur le web ou sur le design, on n'est plus du tout rebuté à consommer du contenu en anglais. Donc c'est aussi ça le truc qui fait que peut-être personne se lance vraiment sur un projet très investi en français en fait, parce que au final, moi, j'imagine toi aussi, regarder un tutoriel de 10 minutes en anglais, ça te pose aucun problème, tu comprends tout et c'est aussi pour ça qu'il y a ce petit trou en communauté française, je pense. Ouais, c'est vrai que par la force des choses, finalement, on est obligé de regarder des tutoriels en anglais à un moment, et puis on s'y habitue, et bon, après ça apporte, ça permet aussi d'améliorer son anglais, mais Ouais, tout à fait. à voir. De toute façon, un peu plus de créateurs, je pense, ça peut pas faire de mal dans Ouais, je suis d'accord avec aucun toi. des cas. Et donc, finalement, si tu devais définir en quelques phrases, quel est le but de ta chaîne? Ouais, ça c'est une question intéressante parce qu'on me la pose de temps en temps. En fait, les ambitions pour la chaîne, c'est pas forcément le nombre de vues, même si c'est un bon indicateur du succès d'une vidéo par rapport à une autre. C'est pas non plus l'argent, parce que honnêtement, j'ai actuellement généré 0 € grâce à la chaîne. C'est pas du tout l'idée. Non, mon ambition, c'est vraiment de générer du coup beaucoup d'abonnements et beaucoup de commentaires, bah, justement, comme on le disait, pour créer cette communauté. Actuellement, il n'y a pas de support, il n'y a pas de forum, il n'y a pas de groupe Facebook, etc. Enfin, peu importe le média, mais il n'y a pas vraiment de communauté. Si l'espace commentaire, ça pouvait juste être un endroit où, je vais dire, une vingtaine, une centaine de personnes se réunissaient pour dire ce qu'ils pensent d'un sujet, ça pourrait être déjà très très bien, tu vois. Et du coup, là, je vais dire, et les gars, Instagram, bof, et les gens disent, je suis pas d'accord, je suis d'accord, etc. Tu vois. Et c'est pour ça que même si mon avis, il est pas bon, bah, je trouve que ça pourrait être super intéressant d'avoir cette communauté qui commente, qui dit, je suis pas d'accord, je suis d'accord. Et peut-être que ça aboutira sur autre chose à terme, mais ma première ambition, c'est d'essayer de réunir les gens et voir, tiens, combien il y a du UX designer en France ou dans mon âge ou sur les mêmes problématiques que moi, tu vois. Et du coup, ça, c'est mon ambition, du coup. Ouais, ça en fait, cette communauté française qui existe pas vraiment, qui est un peu dispersée, peut-être toi, aider à la création Ouais. de cette communauté. Ouais, après, l'idée, c'est pas que cette communauté, elle soit uniquement sous mon contenu, justement. C'est juste de l'identifier et de se dire, peut-être qu'il y a un gars, du coup, qui va avoir l'idée de lancer un groupe Facebook, ou un autre gars qui va vouloir lancer un Slack, ou un autre gars qui va vouloir lancer des meet-up, enfin, j'en sais un peu importe, mais rien que d'avoir un endroit hyper facile pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, autre que Twitter, ça serait déjà super bien de voir voilà, des petits débats sous les vidéos, ce serait vraiment top. Ouais, de regrouper, hein. Ouais. Et pour les nouveaux qui pourraient rejoindre la communauté des designers, les futurs designers, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Alors, c'est une question pas forcément évidente parce que j'ai pas de conseils très précis comme ça, mais j'aurais des conseils plus précis s'ils avaient déjà une problématique ou un travail en cours, mais je vais essayer d'en donner quelques-uns quand même. Je dirais déjà faire ça avec plaisir, vraiment kiffer ce qu'on fait, première chose. Toujours penser, si c'est une interface, à la personne qui va l'utiliser à la fin. Il faut vraiment que ça lui plaise, enfin que ça plaise à cette personne en question. Faire attention à sur quel device elle va l'utiliser, à quel moment de la journée elle va l'utiliser, quel âge a la personne, etc., etc. Tout ça, c'est des paramètres à garder en tête. Toujours tester ses maquettes, dans le sens où on a beau designer, on a beau faire des choses, il faut toujours le tester. Donc si c'est du mobile, on met son image dans un mobile, on se dit ah merde, mon bouton il est minuscule, qu'est-ce que j'ai foutu, ou alors ouais, ce texte il est vraiment trop gros, etc., etc. C'est la seule façon d'avancer proprement, c'est de tester. Quand on est junior, on teste, on se rend compte plus vite de ses erreurs. Quand on est senior, bah, on prend l'habitude de le faire et on affine son parcours, c'est toujours intéressant. Et puis après, vraiment un autre conseil, je dirais, pour les plus débutants, c'est de ne pas hésiter de s'inspirer beaucoup.
pas hésiter à s'entraîner en, je sais pas, regardant quelque chose qu'on aime bien sur Dribbble ou sur Behance, et puis de faire l'exercice de le refaire. Et de dire, tiens, je l'ai refait, mais je l'ai fait un peu différemment, donc c'est devenu un truc à moi. Et puis le refaire plus tard et dire, tiens, je vois l'inspiration d'origine, mais là, je sens vraiment que c'est moi qui ai eu une idée, etc., etc. Au bout de quelques années, vraiment trouver sa patte et mécaniser vraiment le travail, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc selon toi, faut pas hésiter à recopier, à s'inspirer vraiment au début Mm. pour finir par trouver sa patte. Après, l'idée, ouais, c'est ça, c'est pour soi, pour soi. Je veux dire, tu pousses pas à un client une idée que tu copies d'autre part. Par contre, à toi de dire, tiens, j'aime bien la recherche de Facebook, par contre, j'aime bien la tab bar de Twitter, et par contre, j'aime bien la façon de zoomer sur les photos Instagram. Et à toi de créer, tu vois, l'expérience que tu trouves la plus affinée en fonction de toutes tes inspirations, tu vois. C'est surtout ça le message. Ouais, de regrouper le meilleur de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as imaginé dans tes interfaces. Voilà. Et comme tout travail créatif, il faut pas hésiter, ça paraît un peu triste ce que je vais dire quand on parle de créateur, mais faut pas hésiter de recopier pour commencer, ensuite modifier, ensuite supprimer, recommencer pour arriver à quelque chose qui va commencer à être quelque chose de montrable, tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui. Il y a tout un procédé créatif où il y a plein de choses qu'on va pas garder, mais c'est des étapes qui vont être forcément présentes pour arriver à quelque chose, tu vois. Ouais, même un truc qui est un peu un échec, ben ça a un intérêt derrière pour le projet. Ouais, ok, tout à fait. Et donc pour conclure ce podcast, est-ce que tu vois une qualité qui serait la plus importante, la plus nécessaire pour devenir web designer? Alors pour être web designer, donc je dirais il faut savoir, j'allais dire écouter, dans le sens de savoir analyser un besoin et savoir le traduire en fait en un écran, en un parcours. Tu vois, comme par exemple un musicien, il va dire je vais faire cette musique parce qu'elle va traduire la joie ou la tristesse. Le web designer, il doit savoir dire ok, bah, le client, il veut par exemple acheter quelque chose. Voici l'interface qui est la plus adaptée pour son parcours, tu vois. Et donc, pour moi, ouais, Exactement. c'est la meilleure qualité à avoir, avec d'autres qualités, bien sûr, comme la créativité ou une autre qualité que je pourrais dire, j'allais dire la propreté, mais c'est pas ça, mais la rigueur dans le sens où ton travail est bien organisé parce que si tu veux être bien aimé en tant que designer, il faut aussi que ton travail soit bien rangé pour être récupérable par d'autres personnes et collaborer dans un écosystème de taf plus agréable, tu vois. Mais je dirais première qualité, vraiment l'écoute et l'analyse du besoin, tu vois. Eh ben, on va retenir ça pour cette fin de podcast. Merci à toi. Est-ce que tu veux dire le dernier mot dans ce podcast? Bah non, à part merci beaucoup de m'avoir convié, c'était vraiment super cool et je te souhaite bonne chance pour continuer à poster tes contenus qui sont super cool. Et puis je vois que tu arrives à avoir un bon timing, donc je te félicite parce que moi, c'est pas toujours facile. Eh ben, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir que tu sois là avec moi. Je pense que ça a été intéressant pour tout le monde, j'espère, cette interview, pour toi, pour moi, pour les auditeurs. Je mets donc le lien de ta chaîne YouTube dans la description du podcast, le lien du projet 3D Modeler dont on a parlé tout à l'heure également. Et puis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ça roule. Salut. Et puis j'attends les nouveaux abonnés qui viennent de ta chaîne, ça roule. J'espère que ça peut les intéresser, donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir la chaîne de Bastien. Super, bah merci, ciao. C'est donc la fin de cette interview, j'espère que cela vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir d'autres interviews sur le podcast Parlons Design. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à Parlons Design et surtout à partager l'épisode avec vos amis, ça aide vraiment le podcast à grandir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.